10 décès sont à déplorer en 72 heures selon l'ARS. Jamais un tel bilan épidémiologique n'avait été annoncé par les autorités sanitaires. Le rebond des contaminations se confirme donc. Des familles pointent du doigt la mauvaise gestion des malades à l'hôpital. Christophe Robert, le directeur du centre hospitalier de Cayenne, qui était l'invité ce midi sur notre antenne dans le Grand Forum, a appelé les familles en deuil au calme et à la solidarité envers le personnel soignant. On y revient. Dans le même temps, une partie du personnel soignant dans nos hôpitaux sont en grève. Des rassemblements ont eu lieu devant le CHC ce matin, mais également au centre hospitalier de l'Ouest guyanais, des manifestants opposés à la vaccination obligatoire. Et puis, une semaine après le retour des élèves en classe, comment se passe la rentrée scolaire? Quel bilan des premiers jours? La Fédération des parents d'élèves de Guyane a présenté un premier constat de cette rentrée 2021. Rentrée scolaire donc pour tous les élèves de Guyane, y compris bien évidemment pour ceux des communes de l'intérieur et notamment des lycéens obligés de rejoindre le littoral. Des lycéens accompagnés par l'association Akena Ituna. Vous l'entendrez, voici le journal de 18h. Bienvenue à tous et à toutes. Je vous rappelle que le rendez-vous de la rédaction est en diffusion également sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, 10 personnes décèdent du Covid-19 en 72 heures. Oui, jamais un tel bilan n'a été annoncé par les autorités sanitaires depuis le début de la crise. Vous le disiez, en moins de 3 jours, 10 personnes sont décédées du Covid-19. Le nombre de contaminations est également en hausse avec 445 cas positifs sur 2970 tests réalisés ce week-end. Cela représente un taux de positivité de 15%. Conséquence, le taux d'incidence est en hausse, 485 cas pour 100 000 habitants, alors qu'il est de 79 en moyenne en France. Et Christophe Robert défend la prise en charge des malades à l'hôpital. Et les autorités sanitaires continuent à déplorer les hôpitaux en détresse et surchargés de patients Covid, avec aujourd'hui 99 personnes hospitalisées et 32 en réanimation. Christophe Robert est le directeur de l'hôpital de Cayenne. Il dénonce la pression des familles des patients envers le personnel hospitalier. Il a appelé les proches en deuil au calme et à la solidarité envers le personnel soignant. On l'écoute. Le deuil, le chagrin n'excuse pas tout. On ne peut pas, parce qu'on est malheureux, parce qu'on est en colère, s'en prendre de manière aussi virulente, aussi violente à des personnels hospitaliers qui sont en charge d'une mission de service public. Nous sommes bien entendu à leur disposition pour leur apporter toute l'aide, tout le soutien que nous pouvons, pour leur apporter surtout des explications, pour assumer nos responsabilités s'il le faut. C'est des choses qui arrivent bien entendu aussi. Personne n'est infaillible. Mais la mise en cause systématique des personnels hospitaliers sur un mode extrêmement violent, comminatoire, menaçant, via aujourd'hui des réseaux sociaux amplifiés par la caisse de résonance que représentent ces réseaux sociaux, je le dis, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête tout de suite. C'est extrêmement dangereux, c'est délétère. On a de plus en plus d'actes d'incivilité. Tout ceci se terminera mal. Il faut qu'on se calme, il faut qu'on soit solidaire, qu'ensemble on affronte cette épreuve et nous avons tous les moyens nécessaires à notre disposition pour vaincre ce virus. Christophe Robert, le directeur du centre hospitalier de Cayenne, il répondait à Gilles Vernet dans le Grand Forum. Et une campagne de vaccination interrompue dans un quartier à Cayenne. Ce matin, une équipe mobile de santé de la Croix-Rouge française a subi des actes d'intimidation de la part de manifestants lors d'une opération de vaccination auprès de la population à Petit-Lucas. L'équipe soignante a dû quitter les lieux. Une entrave à l'exercice fondamental de la liberté de soins selon la direction de l'association, et pour l'ARS, il s'agit d'actes inacceptables qui tombent sous le coup de la loi. La directrice de l'ARS, Clara Debord, annonce saisir le parquet de Cayenne. Et une partie du personnel au CHOG entame une grève. Après le centre hospitalier de Kourou la semaine dernière, une grève a démarré ce matin dès 8h au centre hospitalier de l'Ouest de la Guyane. Les grévistes menus de banderoles se sont installés à l'entrée principale du CHOG sans pour autant gêner les entrées et sorties des usagers. Olivier Ménien précise les nouvelles modalités de cette grève et met l'accent sur l'inadaptabilité de cette obligation au vu des effectifs vaccinés du CHOG. En l'écoute. Oui, alors il faut bien rappeler les choses. La dernière fois, nous étions sur un blocage pour l'entrée des voitures par rapport aux conditions de travail. Là, nous sommes sur l'obligation vaccinale et nous avons voulu montrer en fait que si on appliquait la loi bêtement, l'hôpital serait en souffrance. Donc nous avons fait une mobilisation sur une journée pour l'instant qui sera très certainement reconduite pour montrer concrètement en fait que voilà, si à
À l'heure actuelle, si les agents devaient suivre la loi, 800 devraient être sanctionnés et l'hôpital ne pourrait pas tourner. Et vous voyez, là, on est une centaine, et rien que sur la centaine, on a dû rappeler du monde en fait sur leur repos et même avoir dû fermer des lits. Donc le directeur comprend bien la situation, il sait très bien, c'est pour ça qu'ils essayent de s'adapter en essayant de faire le maximum pour ralentir un petit peu cette histoire de sanctions, mais ça ne nous convient pas. Nous, on veut un moratoire, le moratoire que le président Serville a demandé. Olivier Mégnard, représentant syndical du CHOG, il répondait à Franck Mathurin. Et puis au CHC, une partie du personnel s'est aussi mobilisée à l'entrée de l'établissement pour aussi dire non à l'obligation vaccinale. Les motards de Guyane se sont rassemblés pour rendre hommage aux différentes victimes des derniers accidents. Plusieurs accidents ont eu lieu sur nos routes, faisant 5 personnes décédées en une semaine. Parmi les victimes, 2 motards ont perdu la vie et un autre est dans un état grave. Il sera d'ailleurs transféré vers l'hôpital de Fort-de-France cette semaine. Et c'est trop pour la famille des motards qui est partie du centre commercial Family Plaza à la place des Palmistes samedi. Ils ont souhaité rappeler par cette action leur vulnérabilité face aux automobilistes qui oublient les bons gestes du code de la route, explique Cédric Saint-Julien, organisateur de ce rassemblement. Les motards, on forme une famille. Donc à chaque fois qu'on a une perte, c'est tout le monde qui est touché, c'est tout le monde qui se mobilise et c'est tout le monde qui est peiné. Et on a du mal à retrouver le sourire ou avoir cette joie de vivre. Donc l'idéal, ce serait d'améliorer les choses. Après, on ne peut pas les en vouloir particulièrement parce que du moment où on ne connaît pas trop l'univers de la moto, c'est des choses qu'on ignore. Mais c'est vrai que les automobilistes, aujourd'hui, on a fait ce cortège pour montrer qu'on est là et penser à nous. Penser. C'est vrai que des fois, dans la circulation, on oublie de contrôler le rétro, central, latéral. Donc ne nous oubliez pas. Même lorsque vous êtes surpris, pensez à nous, les dépassements à risque, à éviter parce qu'un motard peut surgir. Et le rapport poids-puissance, on reste très vulnérable. On peut surprendre aussi. Donc on est tous sur le même axe routier et il faut qu'on arrive à le partager, quelle que soit la catégorie du véhicule. Voilà, Cédric Saint-Julien, motard et organisateur du Rassemblement des motards de Guyane. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirdel. Et dans le reste de l'actualité, le jeune homme porté disparu depuis samedi à Cacao a été retrouvé. Et oui, un Caïnais de 23 ans qui était parti pêcher au niveau du Saubief avec 4 autres personnes. Eh bien, la victime aurait tenté de traverser le Sau alors qu'il y avait beaucoup de courant, selon la gendarmerie de Matoury. D'importants moyens de recherche ont été déployés avec une équipe de plongeurs, des sapeurs-pompiers ainsi que l'hélicoptère Dragon 973. Le jeune homme a été retrouvé sans vie ce lundi. La FAPEG qui dresse le bilan de la rentrée scolaire. La Fédération des parents d'élèves de Guyane a présenté un constat de la rentrée qui a eu lieu, on le rappelle, le 2 septembre dans les communes situées en zone verte et le 13 pour celles en zone rouge. L'occasion pour la FAPEG de faire des propositions et d'annoncer son partenariat avec l'association Trop Violence. Nous avons avec cette association des missions communes, explique Aïssatou Chambaud. On a des partenariats avec un certain nombre d'associations et d'instances, mais aujourd'hui, on a officialisé un partenariat de fait qu'on avait depuis à peu près 2 ans avec l'association Trop Violence. On a signé une convention pour acter les choses, pour pouvoir travailler de concert, puisqu'on a un public commun, des objectifs communs et des missions communes, notamment la médiation, la lutte contre le décrochage scolaire, la prévention de la délinquance et l'insertion. Et on a également demandé quelque chose qui nous impacte fortement, puisque ça impacte notre poids au niveau de l'académie, ça impacte notre représentativité, c'est le report des élections de parents d'élèves. On a 2 ans de recul sur la situation Covid. On avait espéré qu'il y ait une préparation, que les acteurs puissent se réunir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait une demande d'audience depuis la fin de l'année scolaire dernière pour anticiper certaines situations, puisqu'on savait la 4e vague, 3e, 4e vague, elle est annoncée, mais à part annoncer, qu'est-ce qu'on fait? Aïssatou Chambaud, la présidente de la FAPEG, elle répondait au micro de Pedro Polanco. Et on continue avec cette question. Comment se passe l'accompagnement des lycéens des communes isolées? Oui, car chaque année, de nombreux élèves des communes de l'intérieur sont obligés de rejoindre le littoral pour poursuivre leur scolarité au lycée. C'est pour eux un changement de mode de vie et parfois
un manque de repères pour ces jeunes. Alors pour accompagner les lycéens du Haut-Maroni, l'association Akenaituna, en partenariat avec la préfecture, la CAF et la CTG, aide les familles dans toutes leurs démarches administratives pour la rentrée, explique Jeannette Anataka, la présidente de l'association. Notre but était de les accompagner pour pouvoir faire les diverses démarches administratives comme l'inscription au lycée, les dépôts des dossiers, le contact avec la CTG pour pouvoir avoir les familles hébergeantes. Ensuite, il y avait aussi un guichet unique pour pouvoir aider les familles qui avaient des soucis, les aider dans leur démarche administrative. Il y avait certains qui avaient des problèmes de CAF ou bien même de sécu, donc il y avait un guichet unique pour pouvoir accompagner ces personnes et aussi pour pouvoir leur venir en aide et régler leur situation sociale. Je pense que la préparation se fait en amont vis-à-vis des parents. Après, ce sont des enfants qui sont déjà scolarisés sur Maripasoula, donc qui sont déjà sortis de leur milieu familial, du collège jusqu'en 3e. Donc, ils poursuivent leur scolarité sur le littoral. Donc, c'est juste la continuité de leur étude. Jeannette Anataka, la présidente de l'association Akenaituna. Et comment se porte la filière des énergies renouvelables en Guyane? Un sujet plus que jamais d'actualité avec tous les débats, toutes les questions qui se posent autour du projet de la future centrale électrique du Larivot. Centrale, on le rappelle, dont les travaux ont été suspendus par la justice. Pour en parler, le vice-président du groupement des entreprises en énergie renouvelable de Guyane était sur Radio Pays ce matin. 500 à 6 000 emplois pourraient être créés dans les années qui viennent grâce au développement des énergies, des emplois locaux, et a précisé Pierre Pirot. On l'écoute. Ça fait 3 ou 4 ans qu'il y a une licence énergie renouvelable et maîtrise de l'énergie à l'IUT de Kourou. Il y a un master 1, un master 2 énergie sur l'université de Guyane, à Troubiran. Il y a un master ingénierie financière autour du développement durable. Voilà, se mettre en action, que ça soit effectivement sur l'ensemble des filières. C'est des filières d'ouvriers. Alors il y a beaucoup d'artisans qui sont membres du générique, donc des plombiers, des électriciens. Après, effectivement, on a tous les métiers un peu plus techniques, techniciens, électromécaniques, électricité. Sur la filière bois, ça va plus être un co-développement encore une fois avec la filière bois d'œuvre, donc c'est plus des métiers un peu plus forestiers, industriels. Sur le solaire, c'est aussi des électriciens guyanais qui travaillent pour activer cette transition. Donc voilà, on a un certain nombre de bons signaux, on va dire, sur le développement de ce type de formation pour qu'effectivement, l'objectif étant bien que les 600 emplois qui sont à créer dans les 5 à 8 années qui viennent, soient en très très grande majorité par de l'emploi local, parce qu'on a effectivement un certain nombre de jeunes qui sont tout à fait capables sur ce domaine-là. Pierre Perrault, le vice-président du groupement des entreprises en énergie renouvelable de Guyane. Il répondait à Victor Zamit. Et puis, on termine direction Paris, où une œuvre d'art a été dévoilée hier pour honorer une centaine de personnalités dans certaines d'outre-mer méconnues de l'histoire de France. Le Panthéon des oubliés, c'est le nom de cette œuvre qui a été inaugurée place de la République à Paris par SOS Racisme et une quinzaine d'associations. Dans ce panthéon d'une 60aine de personnes, de nombreuses figures emblématiques des Outre-mer sont honorées, mais d'autres aussi moins familières comme Eugénie Tell-Eboué, née en Guyane, qui a été une héroïne de la résistance anti-nazie, puis l'une des premières femmes parlementaires noires sous la 4e République.